Bonjour, bienvenue à tous nos participants sur ce nouveau webinaire avec notre partenaire Performance. Lors de cette session d'1 heure, nous allons aborder une tendance structurelle au regard des chocs actuels du monde. Entre la gestion de l'après-Covid-19, les tensions géopolitiques, l'accélération technologique avec l'intelligence artificielle, mais aussi les défis énergétiques et environnementaux. Dans ce monde qui bouge, les entreprises évoluent et le rôle du manager se transforme. Dans ce webinaire, nous allons aborder différentes facettes. Comment manager la performance d'aujourd'hui? Comment concilier la performance opérationnelle, sociale et sociétale? Comment aider et concilier ces différentes performances? Et quelles seront les compétences pour les leaders de demain? À travers ce débat, nous avons 3 experts. Dominique Duquesnoy. Dominique, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur général de performance, spécialiste de l'évaluation des soft skills. Dominique, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour nous présenter de manière synthétique les activités de performance? Je crois, Dominique, vous nous entendez? Bonjour, oui, je vous entends. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de performance? Oui, donc Performance a été créée en 1988 et son expertise est fondée sur la connaissance de l'individu au travail. Donc on a un métier d'éditeur de tests psychométriques, donc pour évaluer notamment les candidats en phase de sélection, dans le développement des talents, dans la gestion de carrière et sur l'efficacité collective. Et un deuxième métier qui est un métier de conseil, de consulting, pour accompagner les entreprises à bien définir leurs attendus en termes de compétences comportementales. Merci Dominique. Oui, on voit bien à travers le slide l'ensemble de la puissance de performance de votre côté. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer du côté de nos invités. Et là, du coup, on prend une dimension européenne avec la CINEA, l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement. Nous avons 2 témoins, du coup, qui vont nous apporter leur retour d'expérience. Tout d'abord, Liliana Montioli. Bonjour Liliana. Bonjour. Vous êtes Head of Human Resources de la CINEA. Vous allez nous présenter juste après la structure CINEA. Je pense que ça fera du bien à l'ensemble des participants pour connaître le périmètre de vos activités. Et nous avons aussi également Ginéa Lacala. Bonjour Ginéa. Gina. Bonjour. Vous êtes HR Coordinateur Career Development and Training, c'est-à-dire la gestion du développement des carrières au sein de l'agence, mais aussi de la formation au sein de la CINEA. Et vous, du coup, vous allez nous apporter plutôt un focus sur la collaboration entre CINEA et Performance et les enjeux RH. Je propose de me tourner vers Liliana au démarrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de la CINEA? Oui. Donc, comme vous l'avez dit, l'agence CINEA, c'est l'agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement. Alors, pour vous situer un petit peu CINEA dans le cadre institutionnel de l'Union européenne, donc nous sommes, comme je l'ai dit, une agence exécutive, donc nous exécutons des programmes de la Commission européenne. Nous sommes créés par la Commission européenne. Nous avons à chaque fois un mandat de 7 ans. Donc, par exemple, CINEA est le successeur légal d'autres agences comme INEA, TNTA auparavant. Tout ce qui est aspect politique, législatif, ça relève de la compétence de la Commission et non de notre agence. Donc, nous, vraiment, nous exécutons les programmes qui nous sont mandatés. Donc, en gros, on lance des appels à propositions. On organise l'évaluation de tout un tas de projets que nous allons financer et nous assurons le suivi et la mise en œuvre technique et financière de tous ces projets sélectionnés et ce, tout au long de leur existence et pendant notre mandat. Donc, notre mission, elle est étroitement liée à une des 6 grandes priorités de la Commission européenne qui est le pacte vert pour l'Europe.
Du coup, l'autre nom donné à Cinéa est également l'Agence du Pacte vert pour l'Europe. Donc, notre rôle ici est de soutenir la mise en œuvre des projets qui vont contribuer à la décarbonisation et à la croissance durable. Donc, comme je l'ai dit, nous mettons en exécution 7 programmes bien spécifiques. Je ne vais pas aller en détail dans tous les 7 programmes, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que nous faisons. Donc, nous avons tout ce qui est les domaines de transport et d'énergie. Et donc là, on finance tous les projets de construction, de modernisation, d'infrastructures vitales. Tout cela pour accélérer la décarbonisation pour une Europe plus verte d'ici 2025. Nous avons toute la partie recherche et innovation sous le programme Horizon Europe. Donc, ce sont des programmes d'innovation et de recherche en faveur du climat, de l'énergie et de la mobilité. Les programmes ou le programme LIVE pour soutenir les actions telles que la biodiversité, la nature en général, la qualité de vie, atténuée et adaptée au changement climatique. Et alors, nous avons aussi d'autres programmes comme le Fonds de l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, des mécanismes de financement d'énergie renouvelable, également faciliter les prêts au secteur public pour atténuer tout cet impact socio-économique de cette transition, et pour finir, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Alors, très rapidement, quelques chiffres clés sur notre agence. Donc, comme je l'ai dit, nous avons un mandat de 7 ans. Nous gérons un budget d'environ 65 milliards d'euros. Nous comptons plus ou moins 600 collègues et ça va en s'accroissant. L'agence aujourd'hui gère plus ou moins 3300 projets. Nous devrions atteindre plus ou moins un peu plus, je dirais, de 4000 projets en 2027. Et je laisse la parole à Gina. Merci Liliana pour cette présentation structurelle de l'agence Cinéa. Effectivement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur votre intervention au niveau de l'Union européenne. C'est vraiment très, très passionnant avec des enjeux très, très concrets, en tout cas, que vous devez, sur lesquels vous devez vous concentrer. On va passer la parole effectivement à Gina qui va plutôt revenir sur un focus RH. Alors, quels sont les enjeux stratégiques de Cinéa en lien peut-être aussi avec la collaboration que vous menez avec Performance? Oui, alors nous le verrons tout au long du webinaire, hein, donc les ressources humaines, c'est vrai qu'on est un peu dans l'arrière-plan, si on peut dire ça comme ça, puisque l'agence met en avant ses projets. Par contre, nous sommes tout aussi fondamentaux pour l'agence, puisque ça commence déjà avec la définition de la structure, de profil, de besoins, le recrutement des talents, la gestion de la performance de ces talents, donc aussi à travers des programmes. On fixe des objectifs annuels, on a des évaluations. L'approche est importante aussi puisqu'on doit attirer les nouvelles générations et aussi faire en sorte que ceux qui sont déjà là maintiennent une certaine motivation. Donc, il y a toute une série de procédures et de processus qui vont aider en fait le personnel de l'agence à être au maximum de la performance. Et dans ce contexte, donc comme je disais, on a des programmes qui sont dédiés au talent, mais aussi on fait de l'orientation professionnelle. Et c'est là que l'outil performance a toute son importance, puisqu'en fait on l'utilise pour aider les gens à s'orienter dans leur carrière, à améliorer justement certains aspects. Comme par exemple, si on prend les talents qui sont centrés sur la leadership, on va les aider avec les questionnaires Manage-R, par exemple, à comprendre c'est quoi encore qu'ils doivent éventuellement améliorer. Et puis, on fait le lien avec des formations, le coaching, etc. Donc, c'est là que l'outil performance intervient et la collaboration avec performance intervient. Donc, voilà. Mais on verra plus dans les détails tout ce que l'agence offre pour justement être au pas avec ce que demande finalement la société, mais aussi notre personnel plus précisément. Et voilà. Donc ça, c'est pour ma part. Très bien. Merci beaucoup, Gina, pour ce background RH qui concerne l'agence Cinéa. Donc, ça fait vous gérez 600 personnes, hein, c'est ça? Il y a un énorme processus de recrutement aussi autour de cette agence? Exactement. Donc, nous avons
donc, je ne sais pas si on sait mettre quelque part le lien vers le site de l'agence, mais donc nous avons sur notre site web une page qui s'appelle Job Opportunity sur laquelle tous les avis de vacances sont publiés. Nous avons différentes catégories de personnel. Nous avons les agents temporaires, les agents contractuels. Et en général, nous avons en continuité plus d'une quinzaine de postes qui sont publiés. L'agence continue à grandir et donc voilà, c'est une très bonne opportunité de venir travailler pour une agence qui défend l'écologie et une économie verte. Et on va faire un lien sur la partie chat avec nos participants pour vous emmener directement vers le site internet de la CINEA. Liliana, une petite question du coup qui est apparue après juste votre présentation un peu structurelle de l'agence. C'est lié naturellement à l'actualité politique et les élections européennes qui vont survenir dimanche prochain. Ça va venir très vite. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'agence après l'élection du 9 juin prochain? Ce programme continue? Ah oui, tout à fait. Donc, notre mandat va jusqu'en 2027. Donc, la commission va probablement changer. Donc, nos interlocuteurs vont changer. Mais notre priorité du Green Deal reste la même. Très bien. Merci beaucoup, Liliana. Je vous propose de poursuivre le déroulement de ce webinaire. Donc, je serai en charge d'animer cette session. Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin. Je vais vous présenter les différentes séquences de ce webinaire. Tout d'abord, on va commencer par une courte introduction sur la dimension de performance par Dominique Duquesnoy. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière cette dimension de performance qui peut avoir différentes facettes. Et nous aurons ensuite 3 séquences structurées sur les thèmes « Comment les évolutions sociales et sociétales impactent-elles le quotidien des managers ?» Comment aider les managers à concilier performance opérationnelle, sociale et sociétale? Quelles compétences seront nécessaires pour les leaders de demain? On abordera, il y aura ensuite une petite séquence de conclusion, de synthétique sur ce qui aura été dit au cours de ce webinaire, et on essaiera de se garder quelques minutes pour discuter de manière plus libre avec les participants si des questions surviennent au cours de cette session. Dernière petite précision pour l'organisation de ce webinaire. Je vous rappelle que tous les participants peuvent poser des questions sur l'interface de discussion à droite si jamais vous voulez avoir des précisions sur ce qui va être dit au cours de cette session. Et il sera possible de consulter le replay de ce webinaire, une session de rattrapage par le biais de notre site RH Matin. Je vous propose d'aborder la première séquence sur la dimension de performance avec une introduction par Dominique Duquesnoy de performance. Dominique, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les contours autour de cette notion de performance? Performance CE selon performance SE. Merci Philippe. Oui, la notion de performance est à la fois évidente pour beaucoup, mais finalement assez floue quand on regarde avec un regard scientifique. On peut quand même la définir comme de compétences qui soutiennent la réalisation d'une tâche conformément à des objectifs qui auraient été fixés par l'organisation. En fait, elle a plusieurs composantes, cette performance. La notion de performance à la tâche, déjà, donc les capacités de l'individu finalement à réaliser quantitativement et qualitativement une activité ou une tâche précise, mais aussi, et de plus en plus certainement, la performance contextuelle, c'est-à-dire la capacité d'un individu à s'approprier les codes de l'organisation, les normes de fonctionnement et peut-être même au-delà de ça des éléments qui sont liés aux conditions environnementales qui vont définir un certain nombre de comportements vertueux qui permettent, en tout cas dans un contexte précis, d'être performant ou en tout cas
de définir les contours de la compétence. Et puis, la troisième composante, ce serait la performance adaptative, c'est-à-dire cette capacité de l'individu à pouvoir s'ajuster en fonction des données environnementales, des événements qui se produisent autour de lui, comprendre ce qui se joue à travers le monde, les événements géopolitiques, par exemple, ou d'autres événements qui vont venir repenser ou revisiter les façons de faire et qui nécessitent de s'adapter quelquefois au quotidien et quelquefois de manière plus large, mais en tout cas très rapidement. Donc, ce sont des composantes qu'il faut regarder attentivement. En tout cas, on n'évalue plus la performance uniquement avec le regard de la performance à la tâche, ce qui reste très important, hein, qu'on évalue souvent à travers le type de formation et le niveau de formation de l'individu et son expérience, son degré d'expérience dans le domaine d'activité. Ça n'est plus suffisant, ça reste très important, mais ça n'est plus suffisant. La capacité d'adaptation et de vraiment s'approprier les éléments stratégiques de l'organisation sont aujourd'hui clés. Merci Dominique. On voit bien effectivement comment la notion de performance est intimement liée à votre domaine de prédilection, hein, la gestion des soft skills, qu'on appelle en français compétences transversales. Peut-être que vous avez une meilleure définition en français, Dominique, de votre côté. Oui, alors aujourd'hui, on va parler des soft skills, donc c'est pas forcément plus clair, mais on va parler de compétences comportementales, de compétences transverses, de savoir-être. Tout ça est pas suffisamment bien délimité, mais on peut définir comme des dispositions, des qualités, des ressources qui permettent une adaptation à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. Elles s'expriment généralement à travers nos comportements, notre personnalité, notre manière de composer avec les émotions, notre capacité et notre façon de résoudre des problèmes et surtout d'interagir avec les autres. Merci Dominique. Je propose, après cette introduction, d'aborder la séquence numéro 2, où on va aborder de manière plus concrète cette dimension de performance avec les dimensions fondamentales de l'approche. Alors Dominique, vous allez nous exposer trois approches sur cette dimension de performance. Et du coup, on fera rebondir l'équipe de Cinéa pour savoir concrètement comment ça leur parle du côté de l'agence européenne. Dominique, oui. Je propose de commencer par la première approche de cette dimension de performance, c'est l'approche inclusive. Alors concrètement, derrière cette dimension, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, alors je ne souhaitais pas reprendre tous les éléments qui sont largement développés dans les médias, comme l'approche VUCA. On est dans un monde de plus en plus complexe, mais je voulais vous faire ressortir effectivement trois éléments qui me semblent importants, ou en tout cas qui vont guider nos réflexions. Le premier élément, c'est effectivement l'approche inclusive par opposition à l'approche exclusive, et ça alors c'est pas nouveau, c'est pas un changement qui est tombé de l'armoire hier après-midi, c'est quelque chose qui a évolué depuis ces dernières décennies, c'est tout simplement de considérer que tout le monde a un talent et que l'organisation se doit de créer des conditions environnementales pour l'expression de ce talent. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui, mais il y a encore une quinzaine, voire une vingtaine d'années, c'était l'idée plutôt que un nombre limité de personnes possédaient un talent, notamment dans les approches qui ont été développées sur cette notion par McKinsey, c'est-à-dire un nombre limité, souvent les élites, et c'est qui définissait une approche exclusive, c'est-à-dire on avait une politique en fait qui était orientée vers une catégorie de personnes. Aujourd'hui, cette approche inclusive nous guide au quotidien avec cette idée que toute personne possède un talent et je vais l'aider et le soutenir
pour qu'elle puisse exprimer son talent et voire même développer des compétences particulières qui sont utiles et nécessaires pour à la fois la réalisation de ces tâches et être performant sur cette dimension, mais aussi de pouvoir s'intégrer dans un contexte particulier, s'approprier la culture de l'entreprise, les normes de fonctionnement, ce qui me distingue finalement au-delà du poste. Donc ça, c'est important. Cette approche inclusive, en tout cas, me semble aujourd'hui très clairement se diffuser dans les organisations et toutes et finalement ont une conséquence forte, c'est que sur les modèles organisationnels, moins verticaux, mais de plus en plus horizontaux. C'est-à-dire on passe d'une approche très verticale dans les interactions, dans les relations, à une approche très horizontale. Donc voilà, moins de hiérarchie, et ça c'est le premier point qui me semble important de bien comprendre. Le deuxième élément qui me semble important, c'est ce qu'on peut observer, c'est des approches beaucoup plus court-termistes que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les cycles de renouvellement métier qui s'accélèrent, les évolutions technologiques, la mondialisation, des événements géopolitiques vont venir interférer dans notre propre politique d'organisation et notre propre stratégie. Et on a une tendance à chercher une performance immédiate, c'est-à-dire produire des effets très rapides de nos actions et peut-être aux dépens d'une approche plus long terme. Or, l'approche long terme est extrêmement importante pour aider en fait chaque personne à se projeter vers et développer un sentiment de sécurité pour pouvoir réaliser des tâches au quotidien tranquillement. Donc, cette approche court-termiste vient perturber, en tout cas cette approche court-termiste qui est mise en évidence, peut venir perturber et la vision finalement long terme que se doit d'avoir dans sa stratégie une organisation. Et puis le troisième élément, c'est l'approche expérientielle, c'est-à-dire cette approche expérientielle, c'est l'idée de vraiment faire vivre une expérience positive à chaque collaborateur et collaboratrice, souci de sa satisfaction, de son bien-être, de le motiver au quotidien, de lui donner du sens, mais qu'il vive une expérience en tout cas positive. Donc notamment qui vient en fait s'accoler à la notion de performance sociale, la performance à la tâche, la profitabilité, la rentabilité d'une entreprise, la productivité est certes nécessaire et elle n'est pas remise en cause dans mon esprit, mais elle doit s'accompagner en tout cas de la satisfaction de tous les contributeurs et de toutes les contributrices. Et ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui très clairement en place dans les organisations ou en devenir. Merci Dominique. Oui, donc on va retenir ces trois dimensions inclusives, court-termistes, expérientielles, je vais y arriver. Et on va essayer de rebondir sur ces thèmes avec la Siena, savoir concrètement comment ces dimensions vous parlent de votre côté et comment vous les mettez en application au sein de votre agence. Liliana, je vous donne la parole pour rebondir sur la présentation de ces différentes facettes de cette dimension de performance. Oui, tout à fait. Mais chez nous, à Cinéa, on a très vite compris que les évolutions rapides allaient changer notre quotidien et changer le quotidien du management, qu'il fallait pas subir, mais agir et en faire notre allié et s'adapter, comme pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, au lieu de la combattre. Mais essayons de mieux la comprendre afin de savoir comment l'utiliser à bon escient. Et en fait, la complexité de tous ces environnements économiques, le développement de l'éducation, nos enfants et les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas éduqués au niveau de l'éducation scolaire comme nous l'avons été. Les programmes sont différents, les options qu'ils peuvent étudier sont différentes, la matière, la façon dont c'est transmis est différent, les accès à la digitalisation facilitent tout ça aussi. La communication de masse
ont fait que nous nous sommes repositionnés, nous avons repensé la notion de talent, comme le disait Dominique chez nous. Donc, tout membre du personnel est un talent lui-même. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un profil qui est dit spécialisé ou élitiste que vous n'êtes pas considéré comme talent. Chaque personne compte. Et les profils sont pris en compte à la base, même dans la structure, quand on établit l'agence ou quand on remodèle l'agence. On analyse chaque profil qui peut apporter une pierre à l'édifice. Nous réfléchissons, nous analysons et nous mettons en place des synergies aussi entre les 7 programmes que je vous ai mentionnés au tout début. Ça permet aussi d'investir encore plus dans chaque membre du personnel, d'augmenter leur motivation et leur sentiment d'appartenance et d'engagement à l'agence. Ça leur donne une vue beaucoup plus globale de la mission de l'agence, de trouver leur place et en fin de compte, leur importance au sein de notre organisme. L'idée de comprendre à chaque niveau quel est l'intérêt du métier que chacun fait et comment il contribue à la mission générale de l'agence. Alors, comme on l'a dit, les profils dont on a besoin aujourd'hui, et ce n'est pas simplement Cinéa, mais d'autres entreprises aussi pour avancer, ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Hein. Nous avons des profils que nous n'avions pas il y a 10-15 ans, comme des ingénieurs financiers, des graphic designers, des business intelligence, des data analysts, tous les métiers liés à l'intelligence artificielle qui vont continuer à se développer aussi, et tout ce qui concerne la cybersécurité, et évidemment les métiers liés au développement durable et aux énergies renouvelables, surtout chez nous dans notre agence. Et puis pour les profils généraux, ils sont toujours là, on en a besoin et ce sont des vrais talents, mais on ne les recrute plus aujourd'hui comme on les recrutait auparavant. On ne recrute plus un profil financier, par exemple, comme il y a 10-15 ans. Non seulement les fonctions ont évolué de ces postes-là, la digitalisation a un impact également. Nous sommes adaptés à la demande et à la génération aussi d'aujourd'hui, qui prend plus le temps aussi et qui fait le choix vraiment de travailler pour telle ou telle entreprise en fonction de la culture et de la mission de l'entreprise. Et donc, nous devons être attractifs pour cette génération, en tenant compte aussi des anciennes générations afin de ne pas discriminer personne. La définition des profils que nous recherchons, qu'ils soient généraux ou spécialisés, comme je le mentionnais auparavant, ne prend pas juste en compte en fait la notion du talent. C'est vraiment le profil qui est construit autour du talent. Nous avons repensé notre système de sélection afin de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et il y a énormément de notions que nous prenons en compte, comme les notions d'égalité, d'équité, de diversité. Alors oui, on l'entend souvent, mais vraiment, on travaille dessus. Sur l'inclusion, la flexibilité, la notion d'équilibre, tout ça, ce sont des notions très importantes. Et du côté de l'agence, nos avis de vacances sont constamment repensés, retravaillés. Et du côté du candidat aussi, hein, souvent le simple CV, si je puis dire, comme avant, ne suffit plus. Et certes, les diplômes et les expériences professionnelles sont toujours demandées et sont nécessaires. Mais nous prenons en compte aussi énormément la motivation à faire partie de notre agence, les qualités que nous appelons sociales et interpersonnelles, que Dominique appelait plus transversales, je pense, les qualités du candidat. Et nous essayons aussi de déterminer son potentiel. On n'est plus dans une relation exécution-contrôle, mais plus dans la confiance, la responsabilisation, l'initiative, l'autonomie, l'innovation aussi. Nous avons énormément de labos d'innovation et de working group d'innovation à l'agence. La modernité, la qualité de vie est devenue très importante. Elle aurait dû l'être déjà depuis très longtemps, mais elle est vraiment au centre de toutes les préoccupations. Et puis, n'oublions pas cette responsabilité sociale et environnementale que nous avons, surtout chez nous à Cinéa. Alors, une fois le talent recruté, on investit directement dans la personne. On offre une approche vraiment individuelle de son intégration. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé pour une bonne intégration et pour un match avec les valeurs aussi et la mission de l'agence. Et donc, tout un package de formation, tant d'un point de vue professionnel, compétences, connaissances, d'un point de vue social. Donc, nous mettons en marche des schemes, des initiatives de tutoring, de mentoring. N'oublions pas qu'une grosse partie de notre population est expatriée, plus ou moins 80%. Et donc, ils viennent ici soit parfois seuls, soit parfois avec leur famille, donc avec les enfants qu'il faut scolariser. Ils se retrouvent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, un milieu public international.
Donc voilà, on a ce système de mentoring pour les aider. Nous avons un welcome office aussi. Nous avons des révisions de performance dès le début et pour aider tous ces nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans notre agence. Alors, quand on parle de la transformation des RH, les RH aujourd'hui ne sont plus du tout ce qu'étaient les RH il y a 10-15 ans. Hein. Nous-mêmes, au sein des institutions européennes, nous avons effectué une modernisation des RH et aussi la place des RH a changé. Nous sommes passés en fait d'observateurs ou d'exécutants à un partenaire stratégique, comme le disait Gina et Dominique au tout début de la session. Tous les documents cadres, stratégiques, la dimension humaine est prise en compte. Et nous partons de cette stratégie globale de Cinéa pour décliner notre stratégie RH cohérente avec les objectifs de l'agence. Et donc, c'est plus la réflexion stratégique qui est fortement protégée par rapport à la pression d'exécution. Alors, les talents que nous recrutons aujourd'hui, comme je l'ai dit, sont bien différents des talents d'hier. Nous avons aussi la génération Y qui a des besoins différents des prédécesseurs. Ils ont l'habitude d'avoir accès à beaucoup d'informations, à l'information qu'ils veulent au moment où ils veulent, en un temps record. Et donc, dans notre agence, ils s'attendent aussi à un éventail, à une palette d'expériences professionnelles bien plus large qu'avant. Ils attendent effectivement une administration verte, écologique, que nous pouvons leur offrir, et elle s'attend à être considérée comme partenaire. C'est bien plus qu'une personne, qu'un employé. C'est être reconnu comme personne entière et non comme membre du personnel, un de plus. Et puis la flexibilité, le bien-être au travail prend une place extrêmement importante, comme je l'ai dit avant, tout aussi importante que leur développement professionnel. Hein. Ouais, effectivement, il faut s'adapter aux nouvelles générations. Voilà. Merci Liliana pour cette présentation dense. Je vais laisser la parole à Gina si vous souhaitez apporter des précisions sur ce qui a été dit par rapport à la prise de parole de Liliana. Moi, je vais donner plutôt des exemples par rapport à la partie expérientielle dont Dominique parlait tout à l'heure. Donc, juste pour vous faire un peu comprendre comment tout ça se matérialise finalement, tout ce que Liliana vient de dire. Donc, la première chose, c'est que si on prend l'évaluation en tant que telle, qui est très opérationnelle, c'est la performance opérationnelle qu'on évalue chaque année. Par contre, il y a eu des éléments qui ont été introduits assez récemment. La première chose, c'est une politique de feedback tout au long de l'année, alors qu'avant, c'était très ponctuel. Dans le courant de l'évaluation, on avait un dialogue avec notre chef d'unité. Maintenant, il y a plusieurs moments où on peut finalement avoir un dialogue avec notre chef d'unité de manière informelle. Et ça crée un climat de confiance et ça permet en fait au personnel de s'exprimer par rapport justement au travail, aux choses, comment elles devraient être faites ou bien comment à suggérer aussi des solutions, par exemple. Et en plus, dans l'évaluation, très très récemment, a été introduite une partie qui concerne le développement futur au niveau de la carrière. Donc, c'est-à-dire que le manager doit soigner aussi cette partie-là dans le dialogue. Il doit se pencher sur le futur développement de son équipe pour voir un petit peu où est-ce que les gens veulent aller, c'est quoi qui les intéresse, quelle formation pourrait être adaptée dans ce sens-là. Et ça s'insère aussi dans tout ce qui est orientation professionnelle que nous offrons de manière très ponctuelle et individuelle à travers des sessions où, par exemple, on va préparer pour un entretien, on va relire la lettre de motivation, on va se pencher sur le CV pour donner quelques outils. Il y a aussi le questionnaire performance qui est utilisé dans ce contexte-là. Et après, on a aussi des exercices dédiés, comme par exemple un dialogue au bout de 4 ans sur un même poste pour voir un petit peu où est-ce que les membres du personnel veulent aller dans leur carrière. Et après, on a aussi des outils qui nous servent dans ce contexte-là. Donc, on a ça s'appelle une competency map, donc une carte des compétences reliée à des profils avec des parcours de formation spécifiques. Et certaines agences, la plupart, ont même mis en place un questionnaire d'auto-évaluation au travers duquel les membres du personnel peuvent s'auto-évaluer, voir
qu'est-ce qu'ils doivent encore suivre comme formation éventuellement pour arriver à un certain niveau de performance et de compétences. Et mis à part ça, nous offrons aussi des programmes de talent. Alors, nous avons un programme dédié au leadership spécifiquement pour les femmes. On a un programme qui est dédié pour les tout jeunes, donc le Junior Professionals. Et puis, on a aussi des programmes d'échange, comme Liliana nous a spécifié. Donc, on a le job shadowing. On a aussi ce qu'on appelle le staff exchange. Donc, ça veut dire qu'entre la commission et les agences, on peut faire un échange pendant plusieurs semaines. Et puis, l'agence organise aussi une journée dédiée à la carrière et nous participons avec les autres agences exécutives à un salon de l'emploi qui garantit en fait la possibilité de regarder ce qui se propose autre part et d'avoir une mobilité. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Gina, pour ces précisions. Cette séquence a été assez longue, mais finalement, ça nous a permis d'avoir l'ensemble des éléments, hein, des principaux enjeux qui concernent l'agence La Cinéa avec vue sous l'angle de l'approche de performance. Je voudrais aborder la troisième séquence. Le temps avance très vite, hein. On a déjà passé presque 35 minutes de webinaire. On va passer sur la séquence numéro 3, sur le thème « Comment aider les managers à concilier performance opérationnelle, sociétale et sociale ». On va redonner la parole à Dominique pour une présentation des principaux enjeux sur cette dimension. Dominique ? Oui, merci Philippe. Je vais faire court sur cette séquence. Ce qui me paraît aujourd'hui important, c'est de pouvoir donner des priorités ou exprimer des priorités pour permettre aux managers d'avoir une vision claire des attendus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de performance économique, performance opérationnelle, performance sociale, voire même performance sociétale, ça fait beaucoup d'objectifs. Donc, l'idée principale pour moi et le message que je veux faire passer, c'est de dire finalement faire le lien entre stratégie et le théâtre des opérations, et en fixant des priorités ou un degré d'exigence pour permettre aux managers d'avoir une vision claire des attendus et de la temporalité entre différents objectifs qui peuvent être court terme et long terme. C'est-à-dire vraiment mieux comprendre en fait les intentions finalement et le chemin et le but de l'organisation. Alors c'est important parce que les organisations ont tendance à se focaliser sur le résultat. Mais une performance, avant d'être un résultat, c'est aussi un processus. Et c'est aider les managers à bien comprendre ce processus qui permet d'atteindre un résultat. Ce processus, aujourd'hui, on l'a vu, n'est pas exclusivement bâti ou construit autour de la tâche, mais aussi de la manière dont on va s'ajuster, dont on va appréhender les événements et quelles sont finalement les latitudes, les marges de manœuvre qui sont tolérées finalement dans cette organisation et la manière dont on atteint finalement les objectifs. Donc je resterai sur ce message, faire vraiment clarifier en tout cas ou donner, communiquer une vision claire à la fois de la stratégie, donc des buts, mais des objectifs, mais aussi du processus qui permet d'atteindre ces objectifs dans ce contexte-là pour fixer des priorités. Merci beaucoup Dominique pour cette contribution synthétique. On va faire rebondir nos invités du côté de la Cinéa sur ces angles-là. Liliana, le recours, l'appui des managers sur cette dimension de performance à triple niveau, opérationnel, social, sociétal, comment vous percevez ces dimensions du côté de la Cinéa ? Mais je vais rebondir sur la partie stratégique et l'inclure dans un exemple que nous avons chez nous sur la stratégie HR. Donc, nous avons notre stratégie HR qui découle de la stratégie globale de l'agence ou des agences, si je puis dire, puisque notre stratégie HR qui va de 2023 à 2027
est commune aux 6 agences exécutives. Donc, nous ne sommes pas la seule agence exécutive, nous sommes la seule qui nous occupons du Green Deal, mais il y a 5 autres agences exécutives à Bruxelles créées par la Commission européenne. Et cette stratégie dérive également de la stratégie de la Commission européenne. Elle est basée sur 3 grands piliers dont les managers se sont vraiment imprégnés. Et donc, c'est l'attractivité et la rétention des talents. Donc, là-dessus, on met tout ce qui est l'accent sur l'environnement d'un travail flexible, d'un management basé sur la confiance, de nouveau, une palette de formation, de développement, l'appartenance à nos valeurs, un environnement sain où la santé mentale est également prise en compte. Nous avons un deuxième pilier qui est la sélection et le recrutement des talents. Donc ici, comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment le match entre le talent et le profil. Essayer d'avoir des sélections agiles, rapides, faire tomber les barrières à l'inclusion, donc la diversité pour une composition beaucoup plus diverse et variée de nos talents, et ça, les managers l'ont très très bien intégré, et les perspectives de carrière, qui est le pilier le plus important de notre stratégie, ou du moins celui pour lequel notre plan d'action est beaucoup plus détaillé, et celui aussi pour lequel le management s'est beaucoup plus investi, s'est remis en question, et c'est la partie où nous investissons dans le développement du personnel, qui a un impact direct sur leur motivation et leur engagement. On propose des initiatives de programmes d'échange entre institutions, permettre au staff, si je puis dire, d'aller voir ailleurs un petit peu comment ça se passe et de s'imprégner d'autres méthodes de travail, de s'enrichir des expériences des autres et de leur donner accès à un marché de mobilité aussi interagence. Alors, pourquoi ça marche ? Mais parce que nous avons travaillé sur notre culture d'entreprise avec le management, avec le staff. Nous avons travaillé sur nos valeurs, sur notre vision et notre gestion par l'exemple. Nous demandons aux managers d'être des exemples. Donc, prenons l'exemple de cette stratégie HR. Elle n'est pas imposée au personnel, bien au contraire, elle a été développée avec le personnel au travers des comités du personnel. Et comme pour la plupart des actions importantes, le personnel choisit les priorités. Ce que mentionnait aussi Dominique, il est important de donner des priorités au personnel. Et donc, le management, ensuite, il établit les actions qui doivent être à court, moyen et long terme. Ça donne une vision et une vision globale de où est-ce qu'on va pour les 5 prochaines années. Et régulièrement, l'état d'avancement des actions est présenté aussi au personnel pour qu'il se situe. Il sait sur quoi on travaille, mais voilà, il sait qu'après 6 mois, on en est là. Après 1 an, on en est là. Et ça leur donne une perspective aussi d'avancement et de ce qui va impacter leur carrière aussi tout au long de ces stratégies HR. Oui, effectivement. Donc, ça s'ancre quand même dans une dimension, une vision long terme, du coup, effectivement, cette gestion RH. Gina, de votre côté, vous voulez apporter des précisions sur ce qui a été dit par rapport à Dominique et à Liliana ? Oui, je peux donner juste trois exemples qui montrent bien comment le personnel est impliqué dans tout ça. Donc, une fois la stratégie adoptée, il y a un plan d'action et il y a des groupes de travail qui sont créés soit en interne ou interagence. Du coup, c'est toute une collaboration. On fait beaucoup de recherches, par exemple. Maintenant, on est dans tout ce qui est diversité, inclusion. Donc, comment est-ce qu'on va devenir plus inclusif ou est-ce qu'on l'est déjà? Est-ce qu'on le montre assez? Après, il y a des réseaux et des communautés pratiques qui vont se créer par rapport à ça. Mais on a aussi des initiatives qu'on appelle par exemple Let's Talk, où en fait le personnel de l'agence est amené à parler, à s'exprimer, à donner des suggestions par rapport à un thème spécifique. Je ne sais pas, par exemple, l'attractivité de l'agence, est-ce qu'on est assez attractif? Et la troisième chose que je voulais mentionner ici, que je trouve quand même importante, c'est que en novembre de l'année dernière, le personnel de l'agence a adopté la charte des valeurs communes, donc c'est 10 valeurs, et chacune de ces valeurs est en fait mise en avant chaque mois. Donc il y a une valeur qui est mise en avant chaque mois cette année avec un événement spécifique, une session dédiée. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments et vos réponses synthétiques. Le temps passe très vite, il nous reste un petit quart d'heure et on a un gros sujet encore à aborder sur une vision un peu long terme, mais également sur la dimension quelles compétences seront nécessaires pour les leaders de demain. Alors c'est naturellement un sujet passionnant. Je suis sûr que vous avez tous des avis enrichissants sur ce point-là. On va commencer par Dominique.
Oui, non, donc sur le sujet des compétences de demain, donc il y a beaucoup de littérature sur ces sujets. Je vais essayer de faire un pas de côté. Le terme qui me vient à l'esprit, c'est le mot appropriation. Sur cette thématique d'appropriation, je vais décliner en trois points. La première, c'est la souplesse de la pensée, c'est-à-dire la capacité, cette flexibilité mentale qui me permet d'interagir avec une grande diversité de profils, et d'interagir et aussi de manager une diversité de profils. Le deuxième point, ce serait l'appropriation stratégique, c'est-à-dire sortir de cette dimension technique. Alors non pas qu'elle soit pas importante, elle est cruciale même, mais avoir une dimension aussi stratégique de compréhension globale finalement des liens qui s'instaurent entre la tâche et l'ambition, les objectifs de l'organisation et aussi tous ceux qui vont contribuer à la performance globale de l'entreprise. Donc cette appropriation stratégique, sortir de ses habitudes, sortir du cadre habituel de ces tâches et de la dimension technique. Et puis le troisième point, c'est légitimer ses positions plutôt en explicitant, en échangeant, en débattant, plutôt que s'abriter derrière une position hiérarchique. Donc faire preuve d'ouverture vis-à-vis des autres, faire preuve aussi d'ouverture vis-à-vis de son environnement, et puis aussi échanger, débattre, partager et sortir de la dimension hiérarchique. Je pense que ce sont trois compétences comportementales vertueuses qui permettront à la fois de soutenir cette approche inclusive, de soutenir l'ambition de l'entreprise, mais aussi la performance globale de l'entreprise. Très bien, merci Dominique. Je retiens ces trois principaux points, cette dimension d'agilité, d'appropriation stratégique au-delà de la dimension technique, mais aussi cette capacité d'échange et de débattre. Du côté de Sienna, comment vous, de votre côté, vous percevez les compétences qui seront nécessaires pour vos différents programmes autour de la dimension de Green Deal? Liliana? Oui, j'adhère tout à fait à ce que Dominique a dit. Je vais plus l'englober dans une dimension RH et oui, nos managers d'aujourd'hui et de demain, ils ont dû s'adapter. Si on prend le Covid, c'était il n'y a pas si longtemps, ça a changé pour toujours, je pense, notre manière de voir les choses, la manière de fonctionner et de travailler, la manière dont les managers doivent travailler. À Cinéa, et comme je pense dans beaucoup de sociétés, nous sommes passés du jour au lendemain à une méthode de travail 100%, qui était 100% présentiel à du télétravail 100%, alors que chez nous, la culture du télétravail n'existait pas. Du coup, au début, tout le monde s'est adapté un petit peu comme il pouvait, mais très vite, le management a compris qu'il fallait réagir et investir en eux-mêmes, en fait. Se remettre en question, comme l'a dit Dominique, sortir de ses habitudes et développer des capacités encore pas trop exploitées, comme par exemple gérer des équipes à distance, gérer l'impact du Covid sur le moral du personnel, garder le personnel motivé sans pouvoir organiser vraiment d'incentive, du moins en rencontre physique. On a organisé après des repas de Noël virtuels, mais c'était drôle aussi, mais c'est pas la même chose. Mais garder ce sentiment d'appartenance, en fait. Et le plus difficile, je pense, c'était de créer un sentiment d'appartenance avec les centaines de personnels que nous avons recrutés à distance, qu'on n'a jamais vus presque pendant un an. Et on a dû les recruter comme ça, les intégrer dans nos équipes et les faire fonctionner et les développer tout en ne les voyant pas, du moins uniquement au niveau virtuel. Et puis, il y a tous des nouveaux problèmes qui sont apparus auxquels le management a dû faire face, comme le syndrome de la cabane, les gens qui ne voulaient plus revenir au travail ou sortir de chez eux, le sentiment d'exclusion, des conflits virtuels qui n'existaient pas avant, un sentiment de contrôle ou d'être prisonnier de cet environnement un peu de travail qui s'est invité finalement dans notre environnement familial et personnel. Et donc, notre management, il a très bien compris ça, il s'est remis en question, ils ont retravaillé, ils ont été formés pour faire face à cela et composer un nouveau style de travail. Et donc, Cinéa est devenu un espace de collaboration flexible, moderne, agile, innovant aussi, et souvent, c'est bien plus qu'un lieu de travail.
Je dirais que c'est dans ce sens que les qualités du manager de demain se tournent, qui sont aussi des qualités qu'on a développées aujourd'hui, en rajoutant probablement la vision stratégique évoquée auparavant, une intelligence émotionnelle non négligeable qui favorisera les relations interpersonnelles harmonieuses, et alors avoir un leadership inclusif, comme le disait Dominique. Et enfin, je pense qu'un bon manager et un manager de demain sera un très bon mentor. Très bien, merci beaucoup Liliana, c'était effectivement très, très enrichissant de votre part aussi. De votre point de vue, Gina, qu'est-ce que vous pouvez apporter en complément sur cette dimension de leadership de demain? Oui, alors très concrètement, ce que Liliana vient de mentionner, ça s'est fait à travers l'adoption par les managers d'une charte commune et ils se sont engagés donc pour garantir un environnement bienveillant, inspirant, engageant, respectueux et ainsi de suite. On a aussi adopté l'étiquette digitale qui garantit non seulement que le travail soit fait de manière plus efficace, mais aussi qui donne le droit à la déconnexion, qui est très important. Et aussi, l'agence adhère au programme qui s'appelle Be Well, qui s'occupe justement de santé mentale, de bien-être physique. Et dans ce contexte, l'agence organise un mois entier dédié à cela, avec des activités sportives, des webinaires, des infosessions. Aussi, on a des événements sociaux comme des petits déjeuners ou aussi des repas du midi dédiés à un thème spécifique. On a aussi des team building et l'année passée, par exemple, toute l'agence est allée à la plage sur la côte pour nettoyer la plage en train et les réunions et les formations se font de plus en plus en présentiel. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. C'est vraiment très très dense. Ça mériterait presque une session de 2 heures de webinaire tellement il y a différentes dimensions. Malheureusement, il nous reste 10 minutes, donc on va aller très rapidement à la phase de conclusion et puis avoir une petite phase d'interaction avec nos participants. Est-ce qu'on peut aboutir à des très grandes conclusions de nos 3 intervenants? Je vais commencer par Dominique. Concrètement, s'il y avait un point essentiel à retenir sur l'ensemble des éléments qui a été abordés au cours de cette heure de webinaire, ça serait lequel? Alors, je vais rappeler que le rôle du manager, enfin, de manière académique, c'est l'influence sur les activités et les personnes. Je vais compléter en disant que le manager a un rôle pivot dans l'organisation. Il est le relais de la stratégie versus le terrain des opérations, la manière dont on réalise les activités, et d'intégrer vraiment les facteurs humains, de ne pas en tout cas les sous-estimer, ces facteurs humains, et d'être le plus possible au centre des intérêts réciproques qu'ils représentent, c'est-à-dire celles de ses équipes et celles de l'organisation. Très bien, merci beaucoup Dominique. Liliana, de votre côté, c'est le point essentiel que vous souhaiteriez souligner pour cette fin de session? Je reviendrai sur le sens large du terme talent, de reconnaître la valeur que chacun apporte à l'organisation, d'être considéré comme unique. Nous sommes tous différents. C'est ce qui fait la force d'une entreprise, d'où l'importance de tout ce qui est diversité, aspect multiculturel, inclusion. Nous travaillons beaucoup sur l'existence d'être conscient de l'existence de la neurodiversité au sein de notre personnel. Le recrutement de personnes vulnérables aussi apporte une richesse à la culture de l'agence qui n'est pas négligeable. Continuer à travailler et valoriser la motivation, la créativité, l'innovation, tout cela sont tout aussi importants pour nous que les compétences techniques. Et alors continuer à investir dans la formation des managers qui sont tout à fait réceptifs à ce nouveau mode de fonctionnement. Et voilà, tout cela donne un certain équilibre, d'une part des exigences de performance opérationnelle et d'autre part les responsabilités sociales, sociétales, afin d'avoir un environnement de travail qui sera durable et équilibré. Et encore quelque chose d'important, c'est peut-être le partage des connaissances et des ressources. C'est vraiment nécessaire. Nous avons à l'agence, Gina l'a mentionné, tout un tas de groupes de travail, de réseaux interagences, interinstitutions, interprofils, pour échanger les bonnes pratiques, pour essayer d'harmoniser,
d'échanger sur des cas spécifiques et beaucoup plus complexes. Et je sais que certains, souvent, ça fait peur mais d'avoir une perte de contrôle, mais pas du tout. Le bénéfice retiré est bien plus enrichissant. Et pour terminer, je dirais de favoriser l'implication du personnel dans la définition, dans la mise en œuvre de certaines priorités, initiatives, et de prendre la température de temps en temps pour voir où est-ce qu'on en est. Très bien, merci beaucoup Liliana. Gina, pour votre dernière contribution, j'ai une mission spécifique à vous attribuer en fait, puisque j'ai une question qui est intervenue sur la partie chat qui vous concerne. C'est sur la charte sur les 10 valeurs communes. Alors vous allez avoir une mission assez difficile. Est-ce que vous pouvez synthétiser en 10 points les principaux éléments de cette charte? Mais je vais les nommer, je crois que c'est la chose la plus rapide et je crois que vous allez sûrement comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, c'est travailler ensemble, voilà, donc l'aspect collectif, collaboration, l'innovation, l'excellence, le fait d'être attentif, de soigner, de se soigner tous ensemble, en fait, du point de vue aussi prévention, être alerte aux autres, comment on dit en français, soutenable, non, en français, parce que là, je les ai en Sustainability, français. c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu du mal. Alors moi, je traduis ça par développement durable. Voilà, exactement. L'équité, la diversité, l'inclusion, bien sûr le respect, la confiance, l'intégrité et un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc voilà, ça c'est les valeurs que nous avons tous adoptées ensemble. Très bien, super. Merci beaucoup pour cette réponse synthétique. J'espère du côté de notre participant Imen Zegai que vous avez bien noté l'ensemble des 10 points de cette charte de valeurs communes. Il nous reste 4 minutes de discussion. Donc j'avais réservé un petit temps de discussion avec nos participants. Il y a encore une qui est intervenue sur quel type d'exemple concret d'événements que vous pouvez organiser pour mettre en avant ces fameuses valeurs justement que vous mettez, que vous soulignez dans cette charte. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concrètement d'événements pour animer cette charte des 10 valeurs communes? Alors, un bon exemple, c'est le mois de mai était dédié au travail ensemble, donc à la collaboration. Et donc, du coup, à ce moment-là, on a décidé de faire une séance sur les programmes d'échange que je nommais tout à l'heure pour informer les collègues justement sur comment est-ce qu'on crée de l'échange et de la collaboration, donc à travers le job shadowing, mais aussi le staff exchange program. Donc ça, c'est un exemple. Et la fois d'avant, on avait une séance dédiée aux élections du Parlement européen, aussi dédiée à une valeur spécifique. Donc, chaque mois, on fait quelque chose en considérant ce que nous faisons et offrons aux membres du personnel et aussi par rapport à ce qui est vraiment d'actualité en ce moment. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais boucler cette session avec une question qui revient de manière assez régulièrement, naturellement, mais je voudrais avoir votre point de vue sur l'impact de l'IA sur cette dimension de performance. Est-ce que vous pourriez me donner un point de vue synthétique, naturellement, vu le temps qui nous reste, mais concrètement, pour vous, dans quelle mesure l'IA impacte cette dimension de performance? Dominique, je peux revenir vers vous sur ce point? Alors, on a trop peu de recul par rapport à l'IA. On sait que aujourd'hui, plusieurs d'entre nous peuvent se sentir menacés dans la réalisation de leurs tâches, menacés parce que remplacés finalement dans la réalisation des tâches. Cela dit, il y a encore pas suffisamment de recul sur l'impact réel de l'IA au sens de l'IA générative, parce que l'IA existe, ça fait quand même plusieurs années. On sait que ça va forcément revisiter l'ensemble des contributions. Il y a une question mais pour le moment, il y a encore un flou sur la réalité de l'impact. Donc, on est sur des suppositions, on est sur des craintes. Effectivement,
il y a des choses qui sont en train de se produire, mais finalement, au-delà du fait que ça va certainement repenser un certain nombre de choses, de processus, finalement, on ne connaît pas réellement les conséquences. Merci beaucoup, Dominique. Diana, du côté de l'agence, comment percevez-vous la pénétration de l'intelligence artificielle dans la dimension RH? Mais comme je l'ai dit au début, on ne va pas se battre contre l'intelligence artificielle. On va essayer de l'intégrer et de faire avec, de gérer en fait. Et par exemple, au tout début, il y avait cette crainte. Il y a toujours ce flou, comme dit Dominique, on ne sait pas vraiment comment on va être impacté, quels sont les profils de demain qui vont probablement devoir être réadaptés, quels sont les nouveaux profils qui vont être générés via l'intelligence artificielle. La première chose que nous avons fait, c'est de mettre un système de sécurité en place. Ça, c'était primordial pour nous. Nous avons établi des guidelines aussi de comment le staff doit se comporter, comment utiliser l'intelligence artificielle, parce que de toute façon, ils vont l'utiliser. Donc, on a préféré faire un système de prévention plutôt que de réprimande en disant il ne faut pas l'utiliser pour établir des rapports de performance ou des trucs comme ça, ou pour faire des présentations, ou peu importe. Mais donc voilà, on travaille avec très prudemment. C'est vraiment le tout début. C'est très flou, comme l'a dit Dominique. On ne sait pas vraiment où on met les pieds. Donc pour l'instant, on travaille très fort sur la sécurité. Et puis on va l'intégrer petit à petit, je pense. De toute façon, les RH seront impactés. Nous faisons par exemple quelques tests pour l'instant. Tiens, si c'était une intelligence artificielle qui aurait répondu à ce type de questions, donc pour des interviews, quelle qualité ça aurait donné? Mais c'est pas du tout pris en compte dans aucun des processus. C'est juste maintenant pour tester jusqu'où ça va. Et quel genre d'informations on reçoit. Est-ce que c'est fiable, pas fiable? Est-ce que c'est à prendre avec des pincettes? Et très certainement. Donc voilà, pour l'instant, on est très prudent. Et comme je l'ai dit, on travaille surtout sur la sécurité de notre personnel et des outils informatiques et de comment utiliser cette information. Merci beaucoup, Liena. Gina, vous voulez apporter un petit point de précision sur cette dimension d'IA? Non. Je crois que tout a été dit, donc voilà, je dis pas plus que ça. Je veux bien rebondir quand même sur un point. C'est l'expérience qu'on peut en avoir, puisque Performance est construit sur l'intelligence artificielle. C'est que la tendance est de recentrer l'individu et le professionnel sur des tâches de partage, d'échange, d'analyse et de prise de décision, et moins sur la dimension technique. Donc voilà, si on observe demain les mêmes conclusions, finalement ça va recentrer en fait l'individu sur des tâches à forte valeur ajoutée et moins sur des dimensions techniques et opérationnelles. Très bien, merci beaucoup Dominique. J'imagine effectivement que vous suivez avec une grande attention ces progrès, ces évolutions autour de l'IA qui s'accélèrent à grands pas. C'est la fin de ce webinaire. Merci à tous nos participants et toutes nos participantes de ce webinaire. Merci à nos intervenants et nos intervenantes. Merci Dominique. Merci Liana. Merci Gina. C'était vraiment passionnant. L'heure est passée très rapidement, mais ça, je n'en doutais pas. Je rappelle à tous nos participants que vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire via le site RH Matin. Éric Gobin, si j'ai vu votre question sur le point sur la charte des 10 valeurs communes, si vous souhaitez avoir des précisions, laissez-nous votre adresse email. Je ferai la jonction avec la CINEA pour qu'il vous apporte davantage de précisions sur ce point-là. N'hésitez pas, c'est encore possible. Je vais clore la session de ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé.
Et vu les enjeux cruciaux de dimanche prochain, je vous invite tous à aller voter pour faire vivre l'Union européenne. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci. C'est à vous. Au Au revoir. revoir. Merci.